Bonjour mes amis, merci de votre fidélité à ce canal. Je ne peux pas mieux récompenser l'attention que vous avez portée à mes dernières vidéos qu'en vous parlant de l'abominable tragédie du mont Erebus. Durant les années 70, Air New Zealand avait décidé d'organiser des vols au-dessus de l'Antarctique. C'est des vols qui partaient donc de Nouvelle-Zélande, d'Auckland ou de Christchurch. Ils descendaient plein sud jusqu'à ce qu'ils arrivent dans cette région du monde qui est, pour beaucoup d'entre nous, aussi loin que si elle avait été sur une autre planète. Ils survolaient les glaces éternelles, ils survolaient la base américaine de McMurdo. Les Américains avaient donné leur accord par les canaux diplomatiques. Et le clou du spectacle, c'est qu'ils survolaient, ils faisaient des tours autour du volcan Erebus. C'est un volcan qui monte jusqu'à 12 000 pieds et à l'intérieur duquel, dans le cratère duquel, il y a un lac de lave bouillante. Le DC-10 avait démarré donc d'Auckland à 8 h du matin. Nous sommes le 28 novembre 1979. Il décolle et il va plein sud. À son bord, il y a 257 personnes. Il faut dire que lorsqu'il n'y a pas de pandémie, le coin manque cruellement de distraction. Les gens, ces vols, étaient toujours affichés presque complets. Là, ce jour-là, il y avait aussi 24 Japonais qui avaient fait le déplacement depuis Tokyo pour aller visiter l'Antarctique. Le vol, je disais, durait 11 heures. Pas d'atterrissage, c'est un long courrier. Si on est à Paris, par exemple, ça serait l'équivalent de décoller de Charles de Gaulle, aller survoler les montagnes de l'Iran, faire demi-tour et revenir à Charles de Gaulle sans avoir atterri, pour vous donner un ordre de grandeur sur les distances parcourues par ce vol-là. Alors, à peu près vers 1 heure, 1 heure et quart locale, l'avion, le DC-10 d'Air New Zealand 901, s'annonce auprès du contrôleur aérien de la base de McMurdo. C'est un contrôleur militaire. Les militaires avaient clairement expliqué qu'ils ne fournissaient pas normalement de service à l'aviation commerciale. Alors il y avait effectivement l'US Navy qui venait, il y avait l'armée de Nouvelle-Zélande qui venait, il y avait l'armée australienne qui venait ici, dans cet endroit. Mais l'endroit n'était pas en principe ouvert aux vols commerciaux. Mais par contre, il disait que si vous venez à vos risques et périls, nous on est gentils, on vous donne la dernière météo sans engagement, on vous donne un peu de guidage radar si vous le souhaitez, et voilà, ça s'arrête là. Je disais que l'équipage s'annonce sur la fréquence, communique avec McMurdo, donc, la tour de contrôle, on l'appelait la tour de glace en fait. Donc il communique avec la tour de glace, les pistes que gérait cette tour étaient des pistes en glace aussi, qui étaient des pistes creusées sur la glace, et les avions qui arrivaient là, c'était souvent soit des Hercule C-130 à hélice munis de réservoirs supplémentaires sous les ailes, ou bien des C-17, des Boeing C-17, comme on vous en avait vu récemment lors de l'évacuation de Kaboul en Afghanistan. Ils posaient sur la glace, ils repartaient, mais ils avaient un entraînement spécifique, un équipement spécifique pour le faire. Ce DC-10 n'était pas censé poser sur la glace ou autre. Il faisait juste quelques tours, il passait 3 quarts d'heure sur la zone à basse altitude, et il repartait. Je disais que quelques conversations donc ont lieu, quelques échanges complètement anodins ont eu lieu avec le contrôleur aérien, qui propose un guidage radar, parce que il y avait une couche nuageuse qui très souvent couvre la région. Les pilotes au départ demandent un guidage radar pour passer à travers la couche nuageuse en toute sécurité. Puis après ils disent non, on se débrouille, on va le faire en visuel, on trouvera bien une éclaircie et on passera au travers. Le contrôleur dit ok, il n'y a pas de souci. Et ce fut le dernier message. 1 heure et quart plus tard, le contrôleur commence à se poser des questions. Il se dit, mais ils sont où ces gens? Où est-ce qu'ils sont passés? Ils étaient censés, ok, peut-être ils ont fait le tour et ils veulent rentrer chez eux, ou ils sont partis ailleurs, mais ils étaient censés au moins m'appeler. C'est la moindre des choses, la moindre des politesses. Ça fait partie du processus. En fait. Comme il ne reçoit aucun retour à ses appels,
il va contacter la compagnie Air New Zealand ça va déclencher l'inquiétude, la première inquiétude au sujet du sort de cet avion. Plus tard, en fin de journée en Nouvelle-Zélande, quand l'avion n'avait plus de carburant, à ce stade il n'est plus censé avoir du carburant, on sait qu'il a dû se cracher quelque part. Depuis McMurdo, bon, ils font décoller un C-130 qui était arrivé plus tôt dans la journée. Ils font décoller 2 hélicos qui font un petit peu le tour. Et là, ils vont trouver. Ils vont trouver sur le flanc du mont Erebus, ils vont trouver une trace noire qui va correspondre au crash du DC-10. Il n'y a aucun survivant. Pour un pays comme la Nouvelle-Zélande qui avait 3 millions d'habitants en ces temps-là, un bilan de 257 morts est un bilan effarant. Pratiquement tout le monde dans le pays connaît quelqu'un qui est mort dans cet accident-là, qui a généré beaucoup de polémiques, beaucoup de tensions, beaucoup de procès. Et je pense que il serait pas faux de dire que jusqu'à nos jours, ça reste pour beaucoup de Néo-Zélandais un sujet encore sensible. Alors pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenons un petit peu sur l'erreur humaine. Vous savez, on a vu dans ce canal un mécanicien faire une erreur de type, il a remplacé des bouchons d'huile sur des réacteurs, il a oublié de mettre des joints, moyennant quoi les réacteurs sont tombés en panne les uns après les autres. L'appareil a pu atterrir, mais bon, de justesse. On imagine tout le temps l'erreur comme étant quelqu'un qui va faire quelque chose de faux ou de pas correct et que ceci va soit causer un accident, soit augmenter les chances de l'occurrence d'un accident. Mais il y a autre chose, plus subtil, moins documenté. Beaucoup de gens ne sont pas sensibilisés à celle-ci. Laissez-moi vous donner un exemple. Oublions le Air New Zealand 901 pour un moment. C'était en Suisse, il y a un certain nombre d'années, 20 ans à peu près. Un hélicoptère, il y avait une entreprise qui exploitait des hélicos. Un des hélicos avait sa jauge de carburant qui était fausse. Les pilotes avaient remarqué que cette jauge était fausse. Fausse comment ? Eh bien, quand le réservoir était à moitié plein, quand il y avait la moitié de carburant dans le réservoir, elle indiquait qu'il restait le quart. Elle avait tendance à sous-estimer le carburant qui était dans le réservoir. Ok. Même par moment, elle déclenchait même une alarme qui disait low fuel, pas assez de carburant, alors qu'en fait, il y avait de quoi voler pendant un bon moment. Les pilotes, au bout de quelques jours, ont compris que cet hélicoptère avait ce souci-là. Mais ils se sont dit, ça c'est première erreur, ils se sont dit, oui, mais ça va dans le sens de la sécurité, parce que ce n'est pas une jauge qui est trop optimiste, qui surestime la quantité de carburant, mais c'est une jauge qui le sous-estime. Donc quelque part, on risque pas de tomber en panne sèche. Hein, on est dans le sens, l'erreur est dans le sens de la sécurité. Il n'y a aucune erreur qui est dans le sens de la sécurité. C'est un mythe ça, mais bon, ils l'en pensaient. Toujours est-il que cet hélico va voler avec cette panne-là, ce petit problème, pendant un certain temps. Pendant 2-3 semaines, il va voler ainsi. Un jour, un mécanicien arrive et il se dit, c'est un moment de faire un contrôle, et il se dit, ah mais cette jauge elle est fausse, cette jauge elle n'est pas correcte. Qu'est-ce qu'il fait? Il va inspecter la jauge, changer 2-3 circuits, faire des tests, moyennant quoi la jauge est revenue exactement à là où elle doit être. Donc elle indiquait correctement la quantité de carburant. Il note dans le carnet de maintenance de l'appareil que bon, c'est fait, il fait son travail lui, puis c'est tout. Que va-t-il se passer? Le lendemain, cet hélico est présent sur un petit aérodrome où il devait faire des tours de piste. Donc le public avait une sorte de fête aérienne. Le public vient, les gens payent, montent dans l'appareil. L'appareil décolle, fait un petit tour de 5-10 minutes, les gens prennent des selfies, des photos, tout ça. Il revient atterrir, il prend d'autres et ainsi de suite. Au bout d'un certain nombre de rotations, la jauge, qui cette fois-ci est correcte, commence à indiquer qu'elle était dans le rouge en fait. L'alarme, qu'il n'y avait pas assez de carburant, s'est allumée. Le pilote, il sait dans sa tête que cette jauge, vous voyez, comme la déviation devient normale, comme on accepte la déviation. C'est ce qui s'était passé lors du crash de la STS-107. Il a été mis en évidence que la NASA avait des déviations très importantes qui avaient été normalisées. Donc là, on a une déviance qui est normalisée.
Maintenant, la déviance n'existe plus. Le pilote décolle avec du public, malgré le fait que il n'avait pas assez de carburant. Il décolle, mais oui, lui il se dit, j'en ai. Il fait un petit tour, il arrive à une certaine altitude, la turbine s'éteint net. Et l'hélico tombe. Alors je pense qu'il a réussi quand même à faire de l'autorotation. Je ne crois pas qu'il y a eu des morts ce jour-là. Mais pour vous situer comment le fait de corriger une erreur, alors si vous travaillez peu importe où, que ce soit dans l'aviation, ou vous pilotiez des trains, ou que vous êtes pilotez une usine ou une chaîne de production, là où l'humain interagit avec la machine en fait. Faites gaffe. Faites gaffe, parce que si jamais vous trouvez qu'il y a une déviance, et que cette déviance est là depuis longtemps, cette déviance souvent va creuser son nid et va faire partie d'un nouveau système. Un nouveau système se met en place, intégrant cette déviance. Si cette déviance est retirée, on peut avoir un problème. Typiquement, si vous regardez, pour donner un autre exemple, des gens qui sont blessés par un objet tranchant. Quelqu'un est blessé par un objet tranchant. Il est conseillé d'appeler les secours, mais de ne pas le retirer. Pourquoi on ne le retire pas? Parce que si on le retire, on peut aggraver le sort de la victime. Vous voyez? Donc des fois, quand on a une déviance, qu'on a une anomalie, la retirer n'est pas si simple que cela. C'est ce qui va se passer avec le Air New Zealand 901. Revenons au Air New Zealand. Très rapidement, c'est le choc. Tous les médias en parlent. En Nouvelle-Zélande, c'est fini. Le vol s'est écrasé sur les flancs du mont Erebus à peu près 1500 pieds. Ça a été épouvantable en réalité. Parce que c'est un endroit qui est très loin. Comment aller chercher les victimes là-bas? Le Japon a insisté et disait ne pensez même pas abandonner les victimes là-bas. Les Japonais, on les veut pour les enterrer au Japon, avec les honneurs d'usage. On veut qu'ils soient identifiés correctement. Et vous devez le faire maintenant. Donc, la Nouvelle-Zélande va très rapidement dépêcher 11 flics sur site. Ils vont envoyer des gens qui n'ont aucune expérience avec la neige et l'environnement hostile. Donc ils arrivent, ils atterrissent sur la base américaine et ils vont passer 2 semaines de cauchemar avec des volontaires de la base pour essayer de ramasser tout le monde. Pour essayer de... C'était cauchemardesque pour eux. Je devrais peut-être faire une vidéo rien que pour vous raconter ce sauvetage-là. Ils vont passer... On est en novembre, hémisphère sud. On est à peu près 77 degrés sud. Il fait jour 24 heures sur 24. Ces gens installent leur tente sur le site au milieu des victimes, au milieu des morceaux d'avion. Lesquels morceaux d'avion sont jusqu'à maintenant là-bas? Ils ont laissé l'avion sur place. Quand vous regardez sur les cartes de Google, vous pouvez le voir, vous pouvez voir encore les traces de ce DC-10 série 30, encore sur les flancs du mont Erebus, là où il s'est arrêté après cet accident. Alors il plante des drapeaux verts là où il y a des victimes et il s'emploie à les ramasser. C'était un cauchemar que ces gens ont vécu. Et au bout de 15 jours, ils avaient ramassé tout le monde. Ils avaient ramassé tout le monde. Les gens étaient emportés par hélico, puis par avion en Nouvelle-Zélande. Et à la fin, quand ils ont fini tout ça, avant de quitter le site, ils ont célébré. Ils ont pris des bouteilles de champagne et des bouteilles de vin qui traînaient partout autour de l'avion. Ils les ont ouvertes, ils ont célébré, et puis ils sont partis, et voilà. Et l'endroit reste dans l'état où ils l'ont laissé jusqu'à nos jours, et probablement jusqu'à la fin des temps. Alors, quand les enquêteurs commencent à regarder un petit peu le sujet, commencent à se pencher sur le sujet, ils ont quoi? Ils ont la boîte noire, les boîtes noires, ils ont donc le CVR qui enregistre les voix. Le CVR montre qu'il y avait 5 personnes dans le cockpit au moment du crash. Il y avait le commandant de bord et le copilote, mécanicien navigant, il y avait encore un autre technicien qui était là, plus un guide. Parce qu'en fait, durant ces vols, il y a un guide.
Il y a un guide qui normalement est là, et puis il utilise le système d'adresse aux passagers, le PA, celui que qu'utilisent les hôtesses pour donner le briefing avant le décollage, par exemple, ou dire oui, le chariot de Duty Free va passer. Il utilisait ce micro pour justement expliquer aux gens ce qu'ils voyaient. C'était un guide qui avait l'habitude d'aller dans ces régions-là. Voilà ce que dit le CVR. Les gens sont en train de chercher le mont Erebus. Dans le cockpit, ils sont en train de se demander où il se trouve ce mont-là. Et soudainement, au milieu d'une phrase, il y en a un qui est en train de parler. Au milieu d'une phrase, il est coupé par le GPWS, qui est le système de proximité du sol, de warning de proximité du sol, qui lui dit pull up, pull up. C'est la pire chose qu'un pilote a envie d'entendre. Le pull up, ça veut dire que tu vas te le prendre. Ça veut dire que vraiment, il est là. Tu ne sais pas où il est, mais il est là, tu vas te le prendre. Ils tirent sur le manche, ils mettent les gaz, ils sont à 260 nœuds à ce moment-là. Ils ont donc assez d'énergie pour pouvoir tirer sur le manche et remonter assez sèchement et très puissant le DC-10. Et en fait, non. Ils le font, hein, ils tirent sur le manche, mais littéralement, 3 ou 4 secondes après avoir tiré sur le manche, ils se prennent à toute vitesse et ils se prennent le mont Erebus, où tout le monde est tué sur le coup. Les enquêteurs, je disais, ils ont aussi la boîte noire, l'enregistreur des données du vol, qui leur donne les paramètres comme la vitesse, le cap, le régime du moteur et tout ça. Et ils ont aussi des vidéos. Il y a des vidéos parce que c'était un vol touristique à la base. C'était un vol de gens qui étaient là pour le voyage de leur vie, pour filmer, photographier. Et donc il y a des vidéos qui montrent les passagers pratiquement jusqu'à l'instant du crash. Il y a une photo prise à l'instant du crash qui montre le hublot. En fait, le photographe a mis... Personne n'a eu de signe avant-coureur. Personne n'a su que la fin était là. Il y a un passager qui pointe sa caméra à travers le hublot. À l'instant où il appuie sur le déclencheur, l'avion se prend la montagne. Il y a un jet d'huile ou de carburant qui arrive sur le hublot. Et c'est ce qu'on voit sur la photo. Il y a une vidéo où on voit les passagers qui vont d'un siège à l'autre dans l'avion, qui sont en train de regarder curieusement ce qui se passe dehors, sans savoir qu'ils sont en train de vivre leurs derniers instants. Que s'est-il passé? Alors voilà. Rappelez-vous l'erreur. Gardez en tête cette erreur avec l'hélico suisse. Lorsque le vol a été programmé, en 77, quand cette série de vols a commencé, l'idée était même vers la fin des années 60 que l'idée est née. C'était à l'époque où le DC-8 était un avion. Il y avait cette idée d'aller faire des tours dans la région. Plus tard, ça s'est matérialisé en 77, quand Air New Zealand a acheté les DC-10. Et le plan de vol qui avait été approuvé faisait ceci. Partez de Nouvelle-Zélande, descendez plein sud, il y a des points de route, des points de route, des points de route, des points de route, qui arrivent jusqu'au dernier point. Et après, on remonte dans l'autre sens. Pour l'aller, le dernier point arrivait à la base de McMurdo, donc à la base américaine. Il y avait un NDB. Donc le dernier point, c'était le NDB de McMurdo. Il supposait, parce que eux, ils viennent du nord, Nouvelle-Zélande, c'est au nord. Plus bas, on a donc l'île de Ross. Quand on arrive sur l'île de Ross par le nord, la première chose qu'on voit, c'est le mont Erebus. Et derrière, il y a la base de McMurdo. Retenez cette disposition-là. Je vous montre la carte. OK. Comment les Américains approchaient? Comment l'armée américaine? D'ailleurs, au passage, Air New Zealand, quand elle a organisé ses vols, jamais ils n'ont consulté l'armée américaine ou l'armée néo-zélandaise, leur propre armée. Ils auraient pu les appeler et leur dire « Donnez-nous des conseils ». Ils ne l'ont jamais fait. L'armée américaine avait comme règle de ne jamais envoyer sur site, en Antarctique, un équipage où personne n'a déjà été sur site. Il fallait toujours avoir des gens qui ont déjà été, et puis des fois, ils partaient même en observateur. Ils envoyaient des pilotes en observateur
dans le cockpit avec des pilotes expérimentés qui leur expliquent un petit peu les dangers de l'endroit. Les Américains, entre les années 40 et les années 70, ils ont perdu 50 avions dans la région. Les Canadiens perdent beaucoup d'avions dans le Grand Nord. Voler dans ces conditions n'est pas facile. Je vais le décrire plus amplement. Comment les Américains arrivaient? Les Américains n'arrivaient pas comme ceci sur la base de McMurdo. Ça n'avait aucun sens. Pourquoi? Parce que la base a un radar, il y a un contrôleur radar. Et puis, au nord de la base, il y a une montagne qui monte, on dirait qu'elle va jusqu'au ciel. Surtout que souvent, quand c'est couvert, le mont Erebus va jusqu'à la rencontre des nuages. Les avions qui arrivent à la base, pour atterrir sur les pistes de glace, ne vont pas arriver par le nord. Parce qu'ils ne pourront pas voler à travers le mont Erebus. Ils devraient, s'ils veulent le traverser, ils doivent le survoler. Mais ça leur fait une belle jambe d'arriver au-dessus, de le survoler à 16 000 pieds et d'arriver au-dessus de la base McMurdo à 16 000 pieds alors qu'ils doivent y atterrir. Ça n'a pas de sens. Imaginez si je veux aller, si vous voulez aller en avion, survoler, enfin faire des tours du Mont Blanc. Votre plan de vol, vous n'allez pas mettre le Mont Blanc, vous n'allez pas mettre le sommet du Mont Blanc. Vous allez mettre un point qui est à côté, vous êtes 30-40 km à côté du Mont Blanc, dans une zone où il y a moins de relief. Vous arrivez là, vous descendez, et après vous avisez. Après vous avez le visuel sur le Mont Blanc, vous faites des tours. Vous n'allez pas mettre votre navigation qui se termine sur le Mont Blanc. Ça n'a pas de sens. Ok. Donc, que faisait l'armée américaine? L'armée américaine, ces avions descendaient sur ce qu'on appelle McMurdo Sound. C'est la baie de McMurdo. Donc, c'est une baie. Donc, on est au niveau de la mer. Il n'y a pas de danger de se prendre un relief. Ils descendaient plein milieu de la baie, traversaient les nuages. Donc, s'il y avait des nuages, il y en avait souvent, ils faisaient leur descente sous guidage radar au travers donc de la baie, sachant que il n'y a pas de relief, et seulement quand ils sont en dessous des nuages, ils tournent vers la base, ils tournent vers les pistes et ils atterrissent. Laissant, pendant toute cette manœuvre, le mont Erebus à leur gauche. Ce qui est logique. Lorsque Air New Zealand conçoit le plan, il n'est pas fait comme ça. Le plan arrive directement sur le NDB de McMurdo. Ça signifie qu'il passe à travers le mont Erebus. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Donc, voilà ce qui se passe. En 78, quand ils informatisent leur système, le plan est copié, le plan de vol est copié dans l'ordinateur. Et après, c'est à cet ordinateur que les pilotes vont, impriment le vol qu'ils vont faire, après ils vont dans le cockpit et le rentrent dans leur système de navigation, qui était un système de navigation inertiel. Ok. Que va-t-il se passer? Il semblerait que quelqu'un, quand le vol a été copié, quand les coordonnées des points de vol, des points de route ont été copiés dans l'ordinateur, il semblerait que quelqu'un a fait une erreur. Il semblerait que quelqu'un a fait une erreur. Au lieu de rentrer les coordonnées du point, donc McMurdo ou du NDB de McMurdo, ben cette personne, par erreur, je mets erreur entre 10 guillemets, a rentré un point qui était au-dessus de la baie de McMurdo. Ils ont dit, oui, quelqu'un, en tapant, il s'est trompé d'un chiffre. En fait, c'est pas trompé d'un chiffre, parce que quand on compare, en termes de longitude, quand on compare le NDB de McMurdo et le point qui a été rentré à la place, c'est pas une erreur d'un chiffre. Il faut au moins faire une erreur de 2 chiffres. Et quand par hasard, cette erreur-là ramène l'avion exactement à l'entrée de la route que utilisait l'armée américaine pour descendre au-dessus de la baie. C'est dingue. C'est une erreur extraordinaire. Providentielle. C'est une erreur qui a en plus amélioré le plan de vol. On dirait presque, on ne peut pas s'avancer, mais on dirait presque que quelqu'un a voulu améliorer le plan de vol initial et a changé donc ce dernier point. Au lieu de mettre la base américaine, il a mis un point au-dessus de la baie qui permet une descente en toute sécurité. Génial. Le vol, plusieurs vols, sont passés comme ça, en utilisant ce plan en particulier, et tout s'est bien passé. Il y a eu, je crois, 13 vols qui ont été jusqu'à cet endroit, et qui sont arrivés au-dessus de la baie, qui ont fait leur descente comme le font les pilotes américains, et qui sont arrivés sur les nuages, qui ont été faire le tour du mont Erebus, qui sont rentrés en toute sécurité.
Ok. Maintenant, on a une erreur. L'erreur fait partie du système maintenant. Hein, c'est comme ça que ça marche. L'erreur, les pilotes la connaissent, enfin, la remarquent même pas. Pour eux, le vol est parfait, le plan de vol est parfait, mais, sauf que c'est pas le plan de vol original qui a été écrit. 3 semaines. Pourquoi 3 semaines? 3 semaines avant le vol, les pilotes, donc, de ce vol fatidique, sont briefés. Dans le briefing, qu'est-ce qu'on leur explique? On leur explique, voilà, vous avez une route, et cette route vous mène au-dessus de la baie. Parfait. Le commandant de bord, il avait un carnet où il écrivait tout ça. Le carnet a été retrouvé par les secouristes. Le corps a été retrouvé dans les glaces, dans la neige. Ils ont trouvé le carnet sur lui. Ils l'ont ouvert, parce qu'ils devaient tout répertorier. Ils ont vu beaucoup de pages, avec beaucoup de textes. Une fois que le carnet arrive en Nouvelle-Zélande, toutes les pages ont disparu. On ne les a jamais retrouvées. Quelqu'un a fait disparaître ces pages. Ok, toujours est-il. À 1h40 du matin, la veille du vol, le vol devait partir à 8h du matin. À 1h40 du matin, quelqu'un va regarder dans l'ordinateur qui comporte les plans de vol. Ce quelqu'un sait qu'il y a un vol qui part le matin pour l'Antarctique. Il regarde le plan de vol, il compare tous les points de route avec l'original et il trouve qu'il y a une erreur. Il trouve que le dernier point est faux. Que va-t-il faire? Il va corriger. Il va corriger le dernier point. Il ne va pas le dire au pilote. Pour lui, je ne suis pas en train de changer quoi que ce soit. J'ai trouvé une faute, je suis en train de la corriger. Donc il va corriger. Il ne va pas leur dire. Les pilotes arrivent le matin, ils vont à l'ordinateur, choisissent le vol vers l'Antarctique, impriment le plan avec tous les points, ils vont dans leur cockpit, le rentrent dans leur système inertiel, ils décollent. Quand ils arrivent sur site, le système, le pilote automatique, est sur navigation. Ça signifie le système de pilote automatique est en train de suivre automatiquement la route de navigation telle qu'elle est définie dans sa mémoire. Les pilotes pensent qu'elle se termine dans la baie. Mais ça a été corrigé, ça ils ne le savent pas. Maintenant elle se termine à la base McMurdo. Sauf que ils ne pourront pas descendre aussi bas. Là ils sont en train de descendre et il y a quoi? Il y a face à eux le mont Erebus. Ok. Il faut rajouter un élément. Quand ils ont fait leur descente, ils n'étaient pas dans les nuages parce que les vidéos qu'on voit des passagers, les photos prises par les passagers, montrent que l'avion est en dehors des nuages. Alors que s'est-il passé? Pourquoi ils se prennent une montagne alors qu'ils ne sont même pas dans les nuages? Ils sont en train de la chercher puis ils se la prennent. Que s'est-il passé? Alors il y a un phénomène visuel très intéressant qui arrive dans le Grand Nord et le Grand Sud. Imaginez la situation suivante. Vous avez sur une terre normale, hein, si vous volez n'importe où, vous avez une perspective qui est faite par quoi? Si vous êtes en dessous des nuages, vous avez des nuages qui partent jusqu'à l'horizon et vous avez la terre qui part à leur rencontre. Et tout ça crée une perspective et les nuages et la terre finissent par se toucher, hein, on a l'impression qu'ils se touchent en créant ce qu'on appelle la ligne d'horizon. Ok. Quand on est dans cette région du monde, en Antarctique, et ça marche aussi pour les régions polaires au nord, eh ben, quand un avion est bas et qu'il survole une étendue blanche d'un blanc parfait, ininterrompu, et qu'au-dessus de lui il y a un blanc parfait des nuages, eh ben, le pilote il voit quoi? Il voit pas de ligne d'horizon déjà, parce que c'est du blanc qui rencontre du blanc. Donc il a l'impression de voler dans une sorte de volume blanc. Il y a aussi une lumière très particulière. Là, l'avion arrivait vers 13h locale. Le soleil était derrière lui, était au nord, plein derrière lui, à 34 degrés de hauteur. Donc, il avance vers la montagne. La montagne est une courbe qui monte très doucement, à 13 degrés au départ, blanche, qui monte vers les nuages.
les nuages qui peuvent très rapidement couvrir et cacher le mont. Pour vous donner un exemple, 3 images ont été diffusées qui correspondent à 5 minutes d'intervalle du mont Erebus. Dans la première image, on le voit. 5 minutes après, il y a un petit peu de nuages, un petit peu d'humidité. On le devine à peine. Dans la troisième image, on ne le voit plus du tout. Il est mélangé aux nuages. Donc, il y a une illusion d'optique qui fait que il y avait 5 personnes dans le cockpit, rappelez-vous. Personne n'a rien vu. L'illusion d'optique fait que quand on vole dans des endroits comme ceci, si le sol enneigé est en train de remonter vers le nuage et va à leur rencontre, le pilote qui est en train de voler là ne le voit pas. Il voit juste, il a une illusion d'optique, il voit juste un horizon. Il ne voit pas la pente qui remonte. Vous voyez le truc? L'air est particulièrement sec là-bas, il n'y a pas d'ombre, le soleil se trouve très en arrière, très bas sur l'horizon, de sorte que la perspective manque, la vision de perspective est complètement faussée. Les pilotes sont en train de chercher le mont, ils pensent qu'il est à leur gauche, parce qu'ils croient eux en ce moment qu'ils sont en train de descendre au-dessus de la baie, sauf qu'ils ne sont pas au-dessus de la baie, ils sont au-dessus de l'île de Ross, à cause du décalage maintenant de navigation, ils sont sur l'île de Ross, ils sont en train de foncer vers le mont, mais ils ne le voient pas à cause de cette illusion. Les pilotes expérimentés de ces régions-là s'inquiètent toujours de ce genre de situation. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sujets à ce phénomène d'optique, mais ça veut dire que quand ils voient ces circonstances, ils font super gaffe et ils ne croient pas, font gaffe à ne pas croire leurs yeux. Ils savent qu'il y a, s'il y a un mont ou s'il y a quelque chose qui monte, ils peuvent se la prendre. Ces pilotes sont à 1500 pieds, qui est très bas, et ils cherchent ce mont qui est droit devant eux. Ils sont en train de foncer vers lui, et la pente commence à monter vers l'avion, et eux, ils ne le voient pas, ils cherchent, il est où ce mont, il est où ce mont? Le ciel, au loin, ils voient un petit morceau de ciel bleu, à gauche et à droite. Ils ne sont pas clairement dans le nuage, ils ne sont pas en condition de voler aux instruments, ils sont vraiment en condition de voler à vue. Il y a quelques nuages au-dessus d'eux, quelques nuages au loin, mais ils sont en dehors des nuages. Et soudainement, le radioaltimètre commence à se dérouler à grande vitesse. Ce mouvement du radioaltimètre déclenche le GPWS, qui donne une alarme, et bam, l'instant d'après, ils se prennent la montagne. Voilà mes amis, 257 morts. Les restes de l'appareil, les restes du DC-10 sont toujours là, sont toujours sur la banquise, mais tous les corps ont pu être récupérés. Et puis cette histoire a fait beaucoup de polémiques en Nouvelle-Zélande. Il y a 2 rapports de référence. Il y a le rapport de la commission d'enquête et un rapport qu'on appelle le rapport du juge Mahon, qui casse le rapport d'enquête, qui parle de cachotterie, qui parle de falsification, qui parle de mensonge systémique. Sauf qu'après, le rapport du juge Mahon a été attaqué en justice et la justice a en partie donné raison à Air New Zealand. Donc c'est une histoire pour vous dire qui a suscité beaucoup de passion en Nouvelle-Zélande, et on peut le comprendre avec un bilan effarant de 257 personnes pour un si petit pays. À très bientôt mes amis.